etc. de ce matériau semi-conducteur. Et dans notre papier, cette LED bleue est décrite pour la première fois. D'accord ? Et non pas, grâce à nos magnifiques efforts et beaucoup d'enthousiasme, nous avons réussi à réaliser cette LED bleue. Alors, une petite remarque sur pour la première fois, donc for the first time. Aujourd'hui, normalement, moi, j'écrirai pas dans un article for the first time. J'ajouterai la formule au mieux de mon savoir, to the best of my knowledge, pour ce que j'en sais. Pour ce que j'en sais, c'est la première fois que cette chose-là a été faite, d'accord ? Donc, en fait, il y a énormément d'audace dans le fait d'avoir écrit pour ces auteurs pour la première fois. Et même, toujours dans l'anecdote, certains éditeurs de journaux scientifiques vous interdisent d'écrire pour la première fois et suppriment systématiquement de vos manuscrits pour la première fois. C'est le cas de Journal of Applied Physics, par exemple. Ils enlèvent for the first time parce que trop souvent, quand on dit c'est la première fois, en fait, c'est pas la première fois. Donc, évitons les polémiques. Alors, un autre exemple de ça, un autre exemple parmi l'un des meilleurs, bien sûr, qui a le droit de ne pas être modeste si ce n'est Albert Einstein, d'accord ? Ça, c'est un article de 1948, donc c'est le vieil Einstein, et en plus, qui écrit cet article-là, c'est pas le jeune de 1905. Alors, dans l'introduction, il dit nous devrions donner une présentation de la théorie générale de la gravitation, qui constitue un certain progrès dans la clarté par rapport aux autres présentations antérieures. Donc c'est, je pense, le maximum de l'audace qu'un scientifique peut se permettre dans son introduction. Et en fait, on ne voit pas ici, mais ce petit paragraphe, c'est son introduction. Donc là, il a plutôt opté pour la concision dans ce style. Et ensuite, il passe sur des pages et des pages de calculs et d'équations qu'évidemment, je ne vous montre pas. Voilà, donc ceci termine mon propos. La lumière a joué un grand rôle dans l'histoire de la physique. Un grand rôle aussi dans le développement de la technologie, surtout maintenant. C'est l'âge d'or de la technologie de la lumière en ce moment. Il est évident que la fascination exercée par la lumière n'y est pas pour rien, d'accord ? Mais les scientifiques répugnent à en parler. En tant que scientifiques, bien sûr, en tant qu'individus, ils pourront bien sans aucun problème. Et l'éthique scientifique, donc ça arrive à ma conclusion par rapport au débat art science, l'éthique scientifique est une barrière à surmonter pour pouvoir amorcer un dialogue. Alors certains ont déjà franchi le cap, je n'en suis peut-être pas encore là, mais je tenais à préciser cet aspect-là. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, de quoi nourrir déjà et d'avance la table ronde de cet après-midi sur ce dialogue sur lequel vous concluez. Alors je m'empresse d'appeler très vite Daniel Simon, un collègue historique dans ces questions du pôle Art Sciences Société, au moins depuis 3 ans, qui participe depuis le début avec la compagnie à ce comité scientifique autoproclamé et qui, bien sûr, participe à toutes les réflexions sur la thématique à aborder, la manière de l'aborder, et voilà. Donc je me réjouis de l'entendre sur des questions sûrement très techniques de composition et décomposition de la lumière. Je meuble un peu. Et je meuble un peu en disant que nous avons affaire à une personnalité très importante dans l'Académie de Lyon. Non, il a une moustache absolument brillante, extraordinaire. Presque Tycho Brahe et sa fière moustache, tout à fait. Il a dans son parcours des choses qui me paraissent étonnantes a priori, c'est-à-dire qu'il est à la fois chimiste et physicien, si j'ai bien tout compris. Exact. Et ça, je crois que c'est une rareté. Peut-être schizoïde, voilà. C'est-à-dire qu'il a commencé en physique et que maintenant il est chimiste. Et il a fait l'inverse, naturellement. Il y en a qui suivent. Une souris, il n'y a pas de souris parce qu'il ne fait pas non plus dans la biologie, en fait. Voilà. Sinon, il y aurait des souris aussi. Très bien. Merci, Christian. Attends, excuse-moi, j'ai un peu de mal à manipuler cette chose. Oui, tu vas aller... Voilà. Et je pense que c'est ça. J'avais prévu que la pause serait utile pour installer... Les pauses sont toujours utiles. Voilà. Oui. Donc c'est F5, bien lui. F5. Voilà. Voilà. C'est parti. Non, si. C'est bon. Très bien. Merci Christian et puis merci à tous d'être venus pour écouter ce colloque.
Donc je vais sans doute redire des choses, je suis sûr même que je vais redire des choses. D'ailleurs, quand j'ai lu les résumés, je me suis dit, oulala, bon, il va y avoir beaucoup de recouvrement. Du coup, il y a peut-être des choses pour lesquelles je passerai un petit peu vite. Oui, je précise bien qu'effectivement, j'ai fait des études de chimie et que finalement, je suis devenu professeur de physique, mais ce sont des choses qui sont très proches. D'ailleurs, je travaille dans un domaine qui s'appelle la spectroscopie, un nom un peu barbare pour les noms scientifiques, mais qui veut dire qu'on utilise finalement le spectre lumineux pour regarder la matière, regarder les objets, et donc ça recouvre aussi bien des aspects physiques que des aspects chimiques. Donc je me sens bien à ma place dans tout ça, bien entendu. Alors voilà, quand on parle de la dualité onde-corpuscule, moi, j'ai remarqué que les gens disent toujours « Oh là là, que ce truc-là, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire là-dessus c'est compliqué, bon, on n'y comprend rien, enfin bon, etc. » Et donc, est-ce qu'on a peur de la dualité onde-corpuscule donc, si la machine veut bien... Ah, pardon, j'ai été trop vite. Ah, bah alors, c'est pas aussi... évident que ça, bah tant pis. Voilà, on imagine que c'est une chimère finalement, que les objets sont des chimères, lion, chèvre et serpent, si je ne me trompe pas. Il y a une autre façon de voir les choses, c'est de dire, ben, voilà, nous, quand on regarde un objet, bon, une particule par exemple, il y a plusieurs façons de la voir. Tantôt on va la voir comme un rectangle, tantôt comme un cercle, ça dépend du point de vue que l'on adopte, mais en réalité, la particule, elle est les deux à la fois. Et puis il y a une autre façon de réfléchir aux choses, c'est de dire, non, ça dépend de notre représentation, plutôt de nos outils de représentation. J'ai deux outils, un outil onde, un outil particule. Et bien, suivant la façon dont je représente, eh bien, je n'ai pas la même vision, mais en fait, les deux sont utiles pour comprendre l'objet, un petit peu comme dans un dessin avec des illusions d'optique, justement, où d'un côté, on voit 3 bâtons et de l'autre côté, on en voit 4. Alors, bon, tout ça va peut-être vous laisser un peu perplexe. Je ne sais pas, mais on va essayer d'éclaircir un certain nombre d'aspects. Voilà. Alors, voilà, je vais passer certaines choses assez vite parce que j'ai un petit historique aussi, donc ça a déjà été largement abordé, et puis de façon plus précise que ce que je ne vais faire ici. Mais quand même, je voudrais bien rappeler ce que c'est qu'une onde, et en particulier donc une onde comme la lumière, qui est une oscillation d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui oscillent tous les deux en même temps, avec la même vitesse d'oscillation, la même fréquence, comme on dit. Et donc c'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Vous voyez que ces deux champs sont croisés, donc un qui est représenté verticalement ici, le champ électrique, et un qui est représenté horizontalement, et ils oscillent dans l'espace, et la direction qui vient vers nous là est la direction de propagation. L'onde lumineuse est donc une onde électromagnétique, il y a champ électrique, champ magnétique, et par contre il n'y a pas de support matériel, contrairement aux ondes acoustiques par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure, ou aux ondes sur la surface de l'eau par exemple, où là il y a un support matériel nécessaire pour la propagation de l'onde. Là il n'y a pas de support matériel, on y revient rapidement tout à l'heure. Et les caractéristiques physiques de l'onde, vous voyez, vous retrouvez encore des choses qui ont déjà été dites. La vitesse de la lumière, qui est donc très grande, bien entendu, beaucoup plus grande. Alors, voilà, ça me permet de faire une petite citation rapide. C'est une blague, vous allez voir. C'est parce que la vitesse de la lumière est beaucoup plus grande que la vitesse du son que certains ont l'air brillants, avant d'avoir l'air, on va dire, bête pour être correct. Alors, la particularité de cette vitesse, c'est qu'elle est constante, quelle que soit la direction et la vitesse de déplacement de l'émetteur de lumière ou du récepteur de lumière. Ça, c'est quelque chose qui heurte les idées. Ça a été évoqué tout à l'heure par rapport à la mécanique classique. Et donc, j'ai rappelé ici, effectivement, la première estimation par Rømer de la vitesse de la lumière à partir d'observations sur Jupiter et le temps que met la lumière pour arriver sur la Terre. Voilà. Donc, je ne reviens pas là-dessus, ça nous gagnerait un petit peu de temps. Donc, les caractéristiques physiques de cette lumière. Alors, ça apparaît pareil, là, oui.
donc c'est d'abord la longueur d'onde. Donc vous avez des oscillations, comme je l'ai montré tout à l'heure, entre deux maximums d'oscillations, vous avez une distance qui correspond à une longueur d'onde. C'est une caractéristique de la façon dont oscille la lumière. C'est une donnée spatiale, c'est donc le long de la direction de propagation. Puis il y a une autre donnée qui est la donnée temporelle, c'est-à-dire vous vous mettez à un endroit, puis vous regardez passer la lumière, vous voyez des oscillations, et donc il y a une donnée temporelle sur la fréquence, le nombre d'oscillations par seconde que vous pouvez observer. Et il y a une relation entre la fréquence nue et la longueur d'onde, qui est une relation très simple. Alors il y a un signe égal entre les deux, c'est marqué olé, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas volontaire. La fréquence s'exprime en oscillations par seconde, on dit plutôt des hertz. Alors, mais bien sûr, ça n'est pas que cela, et donc c'est là où je faisais mon petit historique sur la dualité onde-corpuscule. Alors on retrouve Euclide, on retrouve Alhazen, on retrouve Huygens, Newton. Alors Huygens qui dit la lumière est une onde, Newton c'est un flot de particules, et cette controverse va durer bien sûr plus de 2 siècles. Donc c'est au XIXe siècle que, en mesurant la vitesse de la lumière dans le vide et dans l'eau, et en comparant les deux, on s'est rendu compte que la lumière allait moins vite dans l'eau que dans le vide, et ça allait en faveur de la théorie ondulatoire. Alors encore une petite citation, c'est un vieux livre de physique que j'ai retrouvé dans un grenier, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais quand même, quand on lit le chapitre sur l'optique, ça se termine par « Il y a un antagonisme complet entre la théorie de l'émission et celle des ondulations ». Émission, c'était les particules. D'ingénieuses expériences menées par Foucault ont donné gain de cause à cette dernière. Elles ont montré que la vitesse de la lumière est plus grande dans l'air que dans l'eau. La théorie de l'émission, qui exige le contraire, n'est donc pas admissible. Elle est aujourd'hui complètement abandonnée. Et ça date de 1893. Et donc, quelques années plus tard, on allait voir qu'il n'était pas question de l'abandonner. Et c'était bien sûr à l'occasion de la découverte par Hertz de l'effet photoélectrique. On envoie des ondes lumineuses sur un métal, on peut éjecter des électrons, et il se rend compte que, en fait, pour l'éjection des électrons dépend de la fréquence de l'onde et pas de son intensité. Si vous n'avez pas la fréquence suffisante, vous avez beau augmenter l'intensité au maximum, vous n'arrivez pas à éjecter des électrons. Par contre, en atteignant un seuil de fréquence, vous pouvez les éjecter, vous avez l'énergie suffisante. Et donc, il y a une relation entre la fréquence et l'énergie. Et c'est évidemment Einstein qui a interprété cet effet photoélectrique en 1905. Et donc j'ai repris de son livre écrit avec Infeld, L'évolution des idées en physique, très, très facile à lire. La lumière homogène est constituée de grains d'énergie, les quantas de lumière appelés photons. Ce sont de petites portions d'énergie qui se déplacent à travers l'espace vide à la vitesse de la lumière. Alors vous voyez que là, il lie les photons non pas à une espèce de découpage de l'onde électromagnétique, mais simplement à ses propriétés énergétiques. C'est-à-dire que quand on parle de l'énergie de la lumière, on se rend compte qu'il faut en parler en termes de quanta, de petites quantités, mais c'est spécifique à l'énergie. Et donc effectivement, c'est bien la relation entre les photons et la lumière, c'est-à-dire entre la fréquence et l'énergie, elle fait bien intervenir cette notion de quantité d'énergie. Donc c'est une onde continue, mais elle se présente, quand on adopte le plan énergétique, sous forme de corpuscules. Et les corpuscules ont pour énergie directement h nu, où h est une constante universelle, là aussi la constante de Planck. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'était une explication de la lumière. Mais quelques années plus tard, 1924, là, je voulais citer De Broglie, qui a été le premier à donc dire que la lumière, c'est une onde dans laquelle on voit des particules. On peut faire l'inverse, on peut dire les particules, il y a aussi des ondes à l'intérieur. Elles sont aussi constituées d'ondes. Et donc, il y a une relation, là aussi très simple, qui est une relation entre donc lambda, la longueur d'onde de la particule, et sa quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est quelque chose qui est tout à fait une donnée de la mécanique, du déplacement mécanique de cette onde. Eh bien, il y a une relation très simple entre la quantité de mouvement d'une particule et l'onde qu'elle porte, si l'on veut. Et c'est vraiment la naissance de la mécanique quantique, au début appelée mécanique ondulatoire,
à partir de cette relation de De Broglie. Alors ce ne sont pas du tout des ondes électromagnétiques, il ne faut pas confondre avec la lumière, ça a été dit tout à l'heure. Certains les appellent des ondes de matière, mais bon, on n'a pas de caractérisation précise de ces ondes, si ce n'est qu'elles sont associées aux différentes particules. Voilà, alors ce n'est pas de ça finalement que je vais parler, hein. Je vais parler plutôt de l'interaction lumière-matière maintenant, hein. Donc, pourquoi parler de ça? Parce que, en fait, quand on parle de lumière, on parle toujours, en fait, soit d'absorption de lumière par la matière, ça peut être aussi par les cônes de lumière, enfin les cônes récepteurs dans les yeux, hein. Donc c'est de l'absorption de lumière, l'absorption de photons, si vous voulez, ou alors d'émission de lumière, hein. Donc les lampes ici, les LED comme celles qu'on a au-dessus, ou les lasers émettent de la lumière, hein. Vous voyez par exemple la banane, là, elle reçoit de la lumière, elle renvoie uniquement la lumière jaune parce qu'elle a absorbé les autres couleurs de la lumière. Et donc son allure jaune, c'est lié à l'absorption de la lumière. Et donc, la matière peut absorber ou émettre de la lumière selon 3 phénomènes. Un phénomène d'absorption, le photon est absorbé par la lumière, un phénomène d'émission, et là il y a 2 façons d'émettre. Il y a l'émission spontanée et il y a l'émission stimulée. Je vais y revenir juste après. Et ces 3 phénomènes mettent en jeu les changements d'énergie dans les molécules. C'est un échange d'énergie et donc ça fait intervenir directement ces quantas d'énergie que sont les photons. J'ai représenté une petite molécule là, à côté. C'est la représentation traditionnelle des molécules, hein. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que ça, c'est le squelette. C'est comme si vous aviez mis simplement les noyaux et puis vous mettez des petites barres qui représentent les liaisons chimiques. En réalité, il y a ce qu'on appelle un nuage électronique qui entoure la molécule et les électrons sont confinés autour de ces noyaux et ça donne plutôt quelque chose comme ça, hein. Ça, c'est la représentation avec des boules pleines qui est plus proche de la réalité du nuage électronique. Et en fait, si on voulait vraiment le nuage électronique, on aurait ça. Vous voyez, quelque chose qui, comme un nuage, hein, c'est un petit peu flou, mais ça représente l'endroit où se trouvent de manière la plus probable les électrons, et donc c'est bien ça la molécule. Et ce nuage électronique, lorsque vous absorbez de la lumière, par exemple, eh bien, il est déformé. La déformation, d'ailleurs, ne se voit pas forcément de façon très nette, mais il y a des déformations qui correspondent à l'énergie absorbée par la molécule. Alors, balayons les 3 phénomènes. L'absorption, c'est tout simple, l'énergie du photon est transférée à la molécule. Donc vous voyez ici sur le schéma que le photon H nu arrive sur la molécule elle avait une énergie E1, et hop, on a fait sauter un électron dans une énergie supérieure, E2. Hein, donc l'absorption d'énergie se fait par une augmentation de l'énergie de certains électrons. Et ça donne donc après 2 électrons sur le niveau E2, alors qu'il y en a un de moins sur le niveau E1. C'est l'absorption. Le photon a disparu dans cette affaire. L'émission spontanée, en gros, c'est le contraire, hein. Vous avez une molécule qui a des niveaux d'énergie peuplés comme le niveau E2 ici, et d'un seul coup, il y a un électron qui descend sur le niveau en dessous, il perd de l'énergie et il largue cette énergie sous forme d'un photon, et vous avez donc le photon qui est émis, hein. C'est le phénomène symétrique, mais il se produit de manière spontanée. Et Einstein, encore lui, mais voilà, on est obligé d'en parler beaucoup, hein, a découvert, lors de l'interprétation des expériences de Planck qui ont été évoquées tout à l'heure par Raphaël Clair, hein, il a découvert qu'il y avait un 3e type d'émission qui est l'émission stimulée. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, vous prenez un photon incident, H nu, qui vient faire une collision, hein, avec une molécule. Alors tout à l'heure, le photon incident, il était absorbé, mais là, il n'est pas absorbé. Il provoque une émission d'un 2e photon, c'est-à-dire il provoque une désexcitation de la molécule. Il y a un électron qui redescend dans le choc avec le photon, il redescend en dessous, hein, et ça, à l'issue de ça, vous avez 2 photons, le photon incident et le photon qui a été émis par la molécule puisqu'elle a perdu de l'énergie. C'est l'émission stimulée qui est tout à fait fondamentale, surtout de nos jours, hein, dans la technologie actuelle, puisque le laser, hein, comme son nom l'indique, utilise les phénomènes d'émission stimulée. C'est l'amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement.
Hein. Laser, c'est un acronyme qui est devenu finalement un nom courant. Hein. Voilà, les exemples sont tout simples. L'œil absorbe de la lumière. Une lampe émet de la lumière par émission spontanée, parce que vous la chauffez, puis pof, d'un seul coup, elle émet de la lumière. Le laser, par contre, c'est de l'émission stimulée. Je voudrais vous en dire juste un mot en 2 diapositives. Hein. D'abord, par le fait que le rayonnement laser qui est produit dans cet appareil-là, et qui donc sort ici sur la droite, provient du fait qu'il y a des molécules qui vont subir cette émission stimulée. Alors, il faut d'abord pomper. Alors, ce n'est pas une pompe à bras, c'est une pompe électrique ou une pompe, là aussi, avec d'autres lasers. Hein. Pomper, ça veut dire monter les électrons sur un niveau d'énergie élevé pour qu'ils puissent, lors de la collision avec un photon, redescendre. Voilà. Et donc, il y a des électrons qui vont être émis et qui vont circuler entre ces 2 miroirs. Ils vont circuler un très grand nombre de fois, et à chaque fois qu'ils passent dans le milieu qui va émettre le rayonnement, il provoque une émission stimulée, ce qui fait que ça amplifie la quantité de lumière et le nombre de photons qui sont émis et qui sont dans ce système. Alors il se trouve qu'il y a un des miroirs qui est partiellement réfléchissant, c'est-à-dire en fait il laisse passer de temps en temps des photons. Il laisse passer un certain pourcentage de photons, et c'est lui qui permet de récupérer derrière un faisceau laser qui provient d'une amplification de lumière émise par émission stimulée. Vous avez un petit exemple ici, un laser tout à fait classique, laser hélium-néon, utilisé par exemple dans l'enseignement. Voilà. La particularité du laser, c'est que c'est une onde monochromatique. Pourquoi ? Parce que le photon qui provoque l'émission d'un deuxième photon, eh bien, c'est plutôt le deuxième photon qui a la même fréquence que le photon qui a servi à provoquer l'émission. C'est une onde cohérente et une onde polarisée. Cohérente, ça veut dire que les ondes qui sont émises, à chaque fois qu'il y a émission stimulée, elles sont tout le temps en phase, vous voyez, elles oscillent tout en même temps. Hein. Vous avez un grand nombre de photons, tout le monde oscille en même temps, hein, et donc ça donne lieu à une puissance importante pour ce laser. Si vous avez ici une source lumineuse comme une lampe, il y a aussi des ondes qui sont émises, mais elles sont émises de façon incohérente, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et c'est bien grâce à l'émission stimulée que vous avez cette cohérence. Il y a aussi une polarisation, c'est-à-dire que le plan qui contient le champ électrique, par exemple, c'est le même partout. L'onde, elle est polarisée selon une certaine direction de l'espace. Vous avez ici 2 exemples de laser. Je passe à une autre partie qui est sur le spectre électromagnétique. Alors ça, par contre, je crois qu'on n'en a pas vraiment parlé ce matin. Les ondes électromagnétiques, on a parlé de la lumière, mais ça n'est pas que la lumière, et loin de là. Si vous prenez l'étendue du spectre en regardant, par exemple, l'évolution des longueurs d'onde, eh bien, vous pouvez partir d'ondes électromagnétiques qui ont une longueur d'onde de 1 km ou plusieurs kilomètres. Il y a des ondes radio dans ce domaine-là. Et vous pouvez aller jusqu'à des ondes qui sont extrêmement petites, 1 picomètre, c'est-à-dire 10-12 mètres, 0, vous mettez 12 zéros, un 1, non, vous mettez 11 zéros et un 1, et vous avez le picomètre, qui sont les rayons gamma. Et entre les deux, il y a toutes les possibilités de longueur d'onde pour des ondes électromagnétiques. Et vous traversez comme ça, de l'ordre du mètre, les ondes radio, les ondes radio, télé et téléphone portable. Vous avez les micro-ondes dans les fours micro-ondes, par exemple. Vous avez les ondes infrarouges. Ensuite, vous avez les ondes visibles, et puis l'ultraviolet, puis les rayons X, puis les rayons gamma. Toutes ces ondes sont de même nature. La seule chose qui change, c'est leur longueur d'onde, ou si vous voulez, leur fréquence, puisque les deux sont reliés. Alors, ce qui est remarquable là-dedans, c'est que la partie lumière visible est extrêmement étroite. Donc, ce que nous, on voit avec nos yeux, c'est extrêmement étroit dans l'ensemble du spectre électromagnétique. Ça, c'est important de bien retenir cela, parce que ça veut dire que voilà, la lumière que l'on voit, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier et entièrement lié, finalement, au mécanisme de perception, c'est-à-dire à nos yeux. Voilà. Alors, un petit mot sur... j'ai parlé d'interaction entre la lumière et la matière. L'interaction, elle dépend de la longueur d'onde. Par exemple,
Alors je suis désolé, ce schéma est fait dans le sens inverse de tout à l'heure. Les longueurs d'onde augmentent vers la droite. Si vous prenez des longueurs d'onde basses, genre micro-ondes par exemple, eh bien en fait ce que ça affecte, ce n'est pas les électrons dans la molécule, c'est la rotation de la molécule. Vous mettez de l'eau dans un four à micro-ondes, eh c'est la rotation des molécules d'eau qui va absorber l'énergie. Si vous allez un peu plus loin dans le domaine de l'infrarouge, ce sont on est ici dans le domaine de l'infrarouge, ce sont les vibrations des molécules. La molécule, elle a un mouvement de vibration. Alors il y a différents mouvements, mais ce sont ces mouvements qui sont affectés. Puis à partir du moment où vous atteignez le visible et l'ultraviolet, et en spectroscopie, finalement, on ne fait pas de différence entre le visible et l'ultraviolet, on passe continuellement, bien sûr, de l'un à l'autre, ce sont les transitions électroniques que j'ai évoquées tout à l'heure, qui correspondent aux transformations énergétiques de la molécule. Voilà. Alors, on peut parler de spectre électromagnétique et voilà, des représentations de spectres. Alors, j'ai fait exprès de prendre des choses qui sont dans la vie courante, si on veut. Ce sont les feuilles des arbres, bien sûr. Et donc, si vous regardez le spectre, c'est-à-dire l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, vous voyez, vous passez ici de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Donc là, je n'ai balayé que la partie visible du spectre électromagnétique. Alors vous avez ici le spectre brut, le spectre que vous avez une fois que vous avez balayé, et puis là, la représentation donc en absorption de ce spectre. Et vous voyez que ce qui était bleu, ça a été absorbé, ce qui était rouge et orange, ça a été absorbé. En gros, il vous reste du vert. Et c'est pour ça que les feuilles sont vertes, c'est parce qu'elles n'absorbent pas la lumière verte qui les atteint. Alors on peut décomposer donc cet ensemble ce spectre, si vous voulez, en spectre des composants moléculaires qui sont dans la feuille. Alors j'en ai choisi 3, qui sont la chlorophylle. Alors il y a 2 formes, la chlorophylle A et la chlorophylle B, et puis le carotène. Et vous voyez que chacun d'eux a un spectre légèrement différent, mais en tout cas, il laisse passer la lumière verte, ce qui donne effectivement cette couleur verte. Le spectre du pigment brut, c'est la composition de ces différents spectres. Ça, c'est un travail de spectroscopiste que je suis en train de vous montrer. Voilà. Et donc, je rappelle que la lumière visible est une propriété de l'œil. Là, vous avez ici les spectres d'absorption des cônes de l'œil. Alors, un cône qui est sensible au rouge, un qui est sensible au vert, un qui est sensible au bleu. Là, vous avez autre chose, c'est tu as reconnu, je pense, la pochette du disque Dark Side of the Moon de Pink Floyd, bravo. C'est écrit. Ah ben c'est écrit, oui, effectivement, aucun mérite. Voilà, donc l'œil, il n'est pas sensible à toutes les longueurs d'onde. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous voyez que si vous vous mettez dans le jaune, par exemple, il y a quand même le cône vert et le cône rouge qui sont sensibles. C'est-à-dire que les spectres sont relativement larges. Mais il n'empêche qu'il n'y a que 3 signaux, si vous voulez, qui sont envoyés au cerveau par l'œil. Un signal qui correspond au rouge, un signal qui correspond au vert, un signal qui correspond au bleu. Et donc on aboutit tout simplement à la reconstitution des couleurs. Alors ici, vous voyez, ce sont les spectres de diodes électroluminescentes, les LED, que l'on trouve dans un écran. Voilà. Vous avez une LED rouge, une LED verte et une LED bleue. Vous voyez qu'elles correspondent effectivement à des pics d'émission qui sont très centrés sur ces couleurs bleu, vert et rouge. Par exemple, il n'y a pas de pic d'émission dans le jaune. Et pourtant, sur un écran, on voit du jaune. Alors, comment ça se passe? Ça a été plus ou moins évoqué tout à l'heure. Alors, voilà, donc la couleur existe-t-elle? Par exemple, le jaune, est-ce que ça existe? Le jaune de la banane, est-ce que ça existe? En fait, c'est mon œil qui voit le jaune. Alors, je vais vous montrer comment on peut voir du jaune avec un œil. Alors, si ça veut bien marcher, parce que là, j'ai de nombreuses craintes. Aïe, aïe, aïe. Ah mince alors. Ah si, non mais c'est... Ah bon, Il y a des effets qui... Non, c'est parce que j'avais mis un écran de téléphone portable agrandi où on voit les pixels vert, bleu, rouge. D'accord. Et puis, je vous aurais demandé de vous éloigner, ou plus exactement, j'avais fait un zoom qui permet de le voir de plus en plus loin. Alors, j'ai bien peur qu'on ne voit que la fin. Oui. Ça doit être un effet qui a sauté parce qu'on est en open office. Ouais, voilà, ça doit être ça. Ouais. Donc, j'ai que le dernier, mais enfin, vous voyez, du moins, j'espère
que vous voyez, alors il y a toujours le problème de la reproduction des couleurs avec Bien les sûr. vidéoprojecteurs, mais je pense que ça se voit quand même à peu près. C'est-à-dire que si là vous avez des lignes verticales qui sont alternativement rouge, bleu, verte, rouge. Et là, dans la partie centrale, on a supprimé la bleue, on n'a mis que du vert et du rouge. Et dans le carré, là, il y a uniquement du vert et du rouge qui sont émis. Alors si vous agrandissez, vous voyez bien, vous voyez une bande verte, une bande rouge. Par contre, si vous regardez ça de loin, c'est-à-dire sans distinguer les pixels, vous observez effectivement du jaune. Et on peut faire ça, pareil, en enlevant, donc ici par exemple, il ne faut pas que je me trompe, mais on a enlevé le rouge et on obtient une couleur qui est la couleur cyan. Et là, on a enlevé le vert et on obtient une couleur qui est magenta. Voilà. Et donc, les couleurs perçues par l'œil proviennent de cette réception, de cette illusion, et on peut dire ça, par exemple pour le jaune, de vert et de rouge qui sont reçus par l'œil. Il y a deux choses dans cette image. Il y a le fait effectivement que d'abord on voit quelque chose, alors pas ici, mais on pourrait voir quelque chose d'uniforme au bout du compte, c'est-à-dire que les choses qui spatialement sont l'une à côté de l'autre, l'œil les interprète comme étant superposées, et il superpose aussi les deux lumières, donc il envoie au cerveau un signal rouge et un signal vert, et le cerveau dit c'est jaune. Voilà. Alors c'est un peu simplifié, mais c'est quand même ça. Ah voilà, c'était ça mon grand... voilà, vous voyez bien la différence qu'il y a entre une vision de loin et une vision de près. Alors donc voilà, la couleur existe-t-elle ? C'est pas tout à fait sûr. En tout cas, elle existe dans notre cerveau. Voilà. Alors, ça répond à... Où est-ce qu'il est, Raphaël Clair ? Ah pardon, oui. Voilà, j'avais quand même prévu de parler un peu des aspects sino-artistiques, en tout cas émotionnels, relatifs à la couleur. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, ce que je vous ai montré là, c'est qu'il y a des ondes lumineuses, il y a un capteur, c'est l'œil, il y a le cerveau qui reçoit la lumière. Et c'est vrai pour nos 5 sens. Vous prenez l'audition, par exemple, il y a de la musique, il y a un capteur, c'est l'oreille, et puis vous entendez la musique. En général, quand vous entendez de la musique, c'est plutôt un plaisir. Enfin, voilà, il y a un côté émotionnel. La couleur, il ne faut pas se contenter de dire tiens, c'est rouge, tiens, c'est vert, tiens, c'est jaune. Ou je regarde un tableau, qu'est-ce qu'il a bien voulu représenter ? On s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur procure du plaisir. Et là, vous avez un tableau de Nicolas de Staël, une composition sur fond rouge. Et alors, c'est pareil, c'est une reproduction, donc pas forcément fidèle en termes de couleur, mais on peut y trouver beaucoup de plaisir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est bon ? Alors, pour conclure cette matinée, j'appelle à table le dernier intervenant, Jean-Michel Deleuil. Attends, il faut que le bien nommé, qui va nous parler de l'éclairage à la conquête de la nuit. Je vais vous laisser vous présenter, n'ayant pas suffisamment de données. Bon, j'enlèverai ma Bonjour. peut-être après, parce que là... Ou alors je l'enlève carrément comme ça. Ouais, vas-y. Oui, Jean-Michel Deleuil, mais sans eau. Oui. Mais je suis quand même sensible à la lumière. Alors, Oui. je suis urbaniste. Là, par exemple, la lumière, elle est pas formidable du tout, parce que je vous vois pas. Par contre, j'en prends là des photons. Mais nous, on nous voit. Oui. C'est l'essentiel. Anyway, donc je suis urbaniste, je suis professeur à l'INSA de Lyon. Je m'intéresse plus particulièrement aux techniques urbaines et parmi ces techniques, une application de la lumière, c'est-à-dire l'éclairage urbain. Je suis désolé d'arriver si tardivement. J'arrive de Paris où j'étais... je vais peut-être vous laisser faire parce que donc je parle. Si vous pouvez me... Voilà. Oh, merci. Donc voilà, j'étais hier et ce matin à Paris pour un colloque qui s'appelle Habiter les nuits urbaines, qui était tout à fait passionnant et qui m'a permis d'actualiser aussi ma présentation. Et du coup, j'ai un petit peu changé de titre pendant mon trajet
trajet en TGV. Où est ma présentation? Ça doit être... pourquoi c'est pas le même ordre que d'habitude? Alors, FDLEU. Non. J'ai peur qu'elle soit pas sur la clé. Est-ce qu'il y a eu une erreur de copie? Ça va être très très contrariant ça. Bon. C'est peut-être celle-là. J'aurais préféré que ce soit le PDF parce qu'il y a toujours des soucis en venant de PowerPoint. Si ça va, c'est le PDF. So, affichage. Est-ce que... Oui, voilà. Donc là, on ne parle plus de la lumière en tant que telle, mais d'une application dans l'éclairage urbain. Voilà, je propose d'observer comment nuit et lumière se répondent dans l'éclairage urbain autour d'un mot important qu'on m'avait soumis pour proposer cette communication, qui était le mot de la conquête. Qu'est-ce qu'on conquiert avec de la lumière? Eh bien, on conquiert la nuit. Et je trouve intéressant de voir que maintenant, c'est le phénomène inverse qui se présente. Je vais passer rapidement parce que je pense que des choses infiniment plus intéressantes ont été dites ce matin sur la place de la lumière dans les religions, la lumière sacrée, la lumière symbolique. Que ce soit Dieu séparant les ténèbres, disant que la lumière soit, et c'est surtout la suite qui m'intéresse, Dieu vit que la lumière était bonne. Le siècle des Lumières, la science qui nous apporte ces lumières, donc des métaphores du sacré, mais aussi du pouvoir. Parce que dans l'histoire de l'humanité, l'éclairage, la lumière est très difficile à produire et à maintenir. Ça a dû être un souci quasi constant de nos ancêtres préhistoriques. Le film de Jean-Jacques Hano, je ne suis pas sûr de l'orthographe du nom, il ne m'en voudra pas. Il y a toute cette représentation de l'histoire, de la difficulté à produire de la lumière, évidemment pendant la préhistoire, mais aussi pendant l'Antiquité, où tous les systèmes de lampes à huile se diversifient, toutes les civilisations en ont produit, mais ça permet d'éclairer un petit peu le foyer, les pratiques sociales, conviviales, les rites religieux, plus difficilement la ville et les extérieurs. Donc pendant 99% de l'histoire de l'humanité et même plus, la nuit est envahissante, la nuit est menaçante, la nuit est partout. La lumière est très rare, la lumière est très précieuse et la lumière est sacrée. Il faut lutter contre les ténèbres parce que dans les ténèbres, il y a de réels dangers qui sont les ennemis, qui sont les animaux, les menaces des ténèbres et puis l'accident. La perte de contrôle visuel sur l'environnement est vécue comme un traumatisme et la nuit fait peur. Et en même temps, la lumière est symbole à la fois du divin, mais aussi du pouvoir et de la capacité technique, technologique du groupe ou de l'individu capable de produire et de maintenir de la lumière. Donc jusqu'aux années 1660, et cette décennie est très importante parce que c'est celle qui permet vraiment de basculer dans un éclairage qu'on va dire moderne et puis industriel, l'incapacité technique des groupes sociaux et notamment dans des groupes urbains est totale et on a énormément de difficultés à maintenir un minimum d'éclairage urbain. On peut essayer de développer pour des périodes de fêtes ou de soirées de célébration un éclairage à torches autour des temples, autour des bâtiments publics, des grandes avenues symboliques du pouvoir, mais ce ne sont pas des éclairages pérennes. Quand on essaye de développer de l'éclairage pérenne, on peut l'éclairer tous les soirs timidement, mais il ne dure pas jusqu'à l'aube. Donc jusqu'aux années 1660, les autorités publiques souffrent réellement de ne pas pouvoir instaurer sur la ville le contrôle dont elles ont besoin. Parce que derrière la présence
de lumière ou d'obscurité dans la ville, il y a des enjeux très forts qui sont ceux du contrôle policier, mais aussi ceux du contrôle militaire et de la défense. Il y a évidemment des enjeux commerciaux, des enjeux autour des échanges, des déplacements, des interventions des services de secours, de la santé, etc. Et les autorités publiques qui sont frustrées de ne pas pouvoir contrôler l'espace urbain visuellement développent un discours dissuasif et très anxiogène sur la nuit est mauvaise, la nuit est dangereuse, ne sortez pas la nuit. Et donc il y a un discours moral qui est développé sur le fait que la vertu n'est pas extérieure dans la ville, elle doit se concentrer sur l'espace domestique. Et c'est un discours qui permet en fait de limiter la fréquentation des espaces urbains nocturnes. À partir de la fin du XVIIe siècle, on rentre avec d'abord les lanternes à huile, puis l'industrialisation du gaz, de l'électricité, dans 3 siècles et demi d'éclairage urbain. Toujours à peu près avec les mêmes discours et les mêmes fonctions. Le contrôle de l'espace par les services de sécurité, la sécurité également celle des transports et la sécurité vécue par les usagers dans leurs déplacements, et puis aussi des politiques de marketing, parce que s'éclairer, tous les commerçants le savent, c'est vendeur. Et autant les autorités publiques des villes commencent très tôt à faire du marketing. Paris est une ville lumière très rapidement pour montrer leur rayonnement symbolique. Les églises le savent, toutes les élites savent s'éclairer, se mettre en lumière parce que ça participe à leur prestige. À partir de là, le discours des autorités change. La nuit ne devient plus quelque chose d'anxiogène ou d'interdit, mais quelque chose qui s'inscrit dans la continuité du jour et qui petit à petit va être amené à s'urbaniser. La nuit reste de la nature de la sauvagerie, mais grâce à l'éclairage, on va pouvoir l'urbaniser. Et là, on rentre dans une dynamique très longue qui se poursuit encore de nos jours d'urbanisation de la nuit, c'est-à-dire du prolongement des activités diurnes dans les moments nocturnes, en soirée, au petit matin. Et petit à petit, l'éclairage va défricher l'obscurité nocturne et le front pionnier du paysage de l'obscurité recule sous l'effet de la massification de l'éclairage. Jusqu'à des situations de plein feu, jusqu'à saturation de lumière, et y compris de mauvaise lumière. Parce que là, on ne parle que de la lumière au singulier. Quand on produit de la lumière, évidemment, en termes de jeu de couleurs, en termes de niveau d'éclairement, je ne rentre pas dans les détails techniques, les lumières urbaines sont des possibles d'une très très grande diversité et que les technologies ne cessent de développer et de diversifier à nouveau. On est arrivé à la fin du XXe siècle dans des situations de plein feu qui sont telles que finalement la lumière déçoit. La lumière apparaît comme quelque chose de nuisant et parallèlement, évidemment, l'impact des notions de développement durable vont permettre de re-questionner la lumière, premièrement sous l'effet de ses impacts sur l'environnement, éventuellement sur la santé humaine aussi, et sur le fait que la lumière est une production de l'électricité et que l'électricité a un coût et que derrière ce sont des politiques énergétiques qui alimentent ces lumières-là et donc elles sont questionnées sur leur légitimité. Et d'ailleurs, c'est très progressivement au fur et à mesure que le prix de l'électricité augmente. C'est en particulier vrai en France. Et voilà la situation aujourd'hui avec une électricité toute puissante, très massivement répandue, qui ne cesse de s'accroître parce que les villes s'accroissent et que les surfaces d'espace public augmentent, de sorte que l'éclairage les accompagne systématiquement et la lumière augmente, la lumière urbaine. Donc systématiquement, à chaque organisation, opération de développement de projets urbains, eh bien, les réseaux d'éclairage public accompagnent la fabrication de la ville, de sorte qu'aujourd'hui, la lumière est partout, jusque dans les territoires périurbains, jusque dans les territoires ruraux et jusque dans certains territoires naturels. Donc la lumière a quitté l'enceinte de la ville
pour toucher finalement à tout ce qui est du domaine de l'urbanisation des modes de vie et des sociétés, et elle se répand dans la totalité de l'environnement. Du coup, maintenant, c'est la nuit qui est rare et c'est la lumière qui est partout. Mais la nuit fait de la résistance, et quand on constate que l'éclairage finalement devient nuisant, se pose la question du droit à la nuit, du droit à voir les étoiles, ce que les petits-enfants des villes ne peuvent plus appréhender. Et ça fait partie pourtant de notre patrimoine historique et universel. Le coût de l'énergie permet aussi de questionner la légitimité des politiques urbaines. Est-ce que ce déploiement d'énergie sur une consommation financée par les impôts est quelque chose de légitime? Et dans quel cadre et comment? L'opinion se saisit beaucoup de ces questions, et finalement, notamment sous l'impact du discours écologiste, mais aussi du discours des astronomes, et des astronomes amateurs qui ont beaucoup participé à cette réflexion, eh bien, on aboutit en 2009 au premier Grenelle de l'environnement qui va commencer à limiter la fabrication de lumière urbaine et à des mouvements de valorisation de la nuit et donc de reflux de la lumière, comme le jour de la nuit par exemple. Du coup, se constitue cette idée que la nuit est un patrimoine. Et donc, un patrimoine, d'abord, c'est quelque chose qui se préserve. Donc, les valeurs ont basculé. La lumière est désacralisée parce qu'elle est partout et parce qu'elle est finalement nuisante, sale. Malheureusement, ce sont surtout les lumières de mauvaise qualité qui sont diffusées plutôt que les bonnes. Et aujourd'hui, si c'est la nuit qu'il faut préserver, eh bien, on rentre dans des politiques publiques que le Grenelle 1 en France organise pour partie, et puis d'autres politiques ou d'autres instances commencent à protéger certaines zones. L'UNESCO a des Light Star Reserves, de façon à protéger les paysages nocturnes et la capacité des humains d'avoir encore du paysage nocturne sur les étoiles. Et se pose la question d'inscrire certains paysages nocturnes, notamment dans le parc de Bigorre, en matière de patrimoine immatériel de l'humanité. Donc là, on est sur un renversement complet des valeurs, et c'est quelque chose qui se développe et qui est d'autant plus intéressant que si la nuit est un patrimoine, alors d'abord on le préserve, mais après on le valorise. C'est-à-dire que ça constitue une ressource, et aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 1800 communes en France, qui sont plutôt des petites communes, mais pas toutes, qui éteignent leur éclairage public. Il y a une vingtaine de villes de plus de 10 000 habitants quand même, alors qui n'éteignent pas complètement celles-ci, mais elles éteignent selon soit des quartiers, ce qui pose quand même problème, parce qu'il y a du coup des populations qui n'ont plus de lumière et d'autres qui en ont, ou alors qui éteignent selon des horaires de la nuit, souvent entre 1h et 5h du matin. Et donc vous avez beaucoup de villages ruraux qui vous accueillent avec, lors de l'entrée sur le territoire de la commune, le label sous le panneau, le nom du village avec village étoilé. Voilà. Pour beaucoup, c'est village qui n'arrive pas à payer sa facture d'électricité et d'éclairage, mais label village étoilé est quand même plus vendeur. D'autant que, en termes de communication et de marketing, autant la lumière a servi le marketing urbain, et Lyon en est un exemple assez réussi et formidable, et comme beaucoup de villes aujourd'hui se lancent dans des politiques d'éclairage en termes de marketing urbain, eh bien, dans les petites communes, c'est la nuit qui devient un argument de marketing. Venez passer les vacances chez nous, vous allez voir la Voie lactée, vous ne l'avez jamais vue. Et se développe le noctourisme, c'est-à-dire que des pays ruraux qui arrivent à préserver leur ciel nocturne attirent beaucoup d'astronomes amateurs, et ça constitue une économie. Et puis, je pense à Samuel Chaléa que j'ai rencontré hier à nouveau, qui est un des fondateurs d'un collectif de géographes qui s'appelle Renoir, qui travaille sur la protection des ressources nocturnes.
et qui me racontait qu'il revenait d'un colloque à Reykjavik et qu'il avait été très très surpris de la façon dont l'Islande, qui a une culture du tourisme et qui sait marketer ses volcans, ses sources d'eau chaude, ses paysages naturels, etc., aujourd'hui fait du marketing sur ses nuits, notamment sur ses aurores boréales. Et voilà, quand une aurore boréale est prévue, eh bien, quelques heures avant, les tours opérateurs affichent voilà, départ du car à 18h, soyez présents, et ça remplit des cars entiers. Et ils quittent la ville pour échapper au dôme de lumière de l'éclairage urbain. Ils sortent voilà, massivement avec les véhicules qui arpentent la nuit jusque dans la nature pour aller observer les aurores boréales. Donc se constitue un nouveau débat. On a longtemps voulu le droit à la lumière comme un service urbain, de la sécurité, et maintenant se développe un droit à la nuit. Le concepteur lumière Jean-Yves Sautin qui m'a communiqué ces photos que je trouve drôles. Ce sont des tags, des graffitis qu'il a photographiés à Lyon. Le premier dit, je ne sais pas si vous voyez bien, urbaniste colombin, de l'adjectif tiré du nom de notre maire Colomb. Maire de Lyon. Maire de Lyon, je précise, là, merci. Vos lumières sont celles de la honte, vous êtes intolérant, bourgeois et insouciant. C'est un discours qu'on ne pouvait pas entendre il y a 20 ans. Mais ça montre qu'il y a vraiment quelque chose qui a percolé dans l'opinion publique. Assombrissons les nuits pour mieux s'y égarer. C'est aussi une invitation à repenser la qualité urbaine autrement que dans le plein feu. Et ça fait réfléchir les concepteurs lumière parce que eux ne militent pas pour la lumière, ils militent pour la qualité de la nuit. Et de plus en plus, la qualité de la nuit, elle passe par le travail avec la pénombre. Donc du coup, maintenant, c'est la nuit qui est à la conquête de l'éclairage et qui commence à dicter un peu ses lois. Donc c'est pour ça qu'on voit se développer des opérations, soit d'extinction, qui sont très discutables, soit de diminution, soit de renouvellement de l'éclairage urbain, ou de travail avec de la détection de présence. C'est-à-dire pas d'usager, pas de lumière. Quand quelqu'un se présente, on éclaire exprès pour lui. Et quand il n'y a plus personne, et sur la totalité des espaces très résidentiels où il ne se passe rien la nuit et où il n'y a pas besoin de lumière, la détection de présence permet de maintenir de la nuit et en même temps d'avoir des systèmes qui soient adaptés et économes. Donc on n'éclaire plus contre la nuit. Cette conquête et cette opposition entre la lumière et la nuit, c'est terminé. Maintenant, on éclaire avec la nuit, on la respecte et on la réorganise dans le champ de l'urbain. Donc on éclaire juste, on va essayer d'éclairer bien. Et ça, c'est un débat qui doit être de l'ordre de la citoyenneté. Et qui veut quoi et qu'est-ce que ça veut dire éclairer bien ? Éclairer pour les caméras de vidéosurveillance ou éclairer pour les personnes malvoyantes ou éclairer pour les jeunes qui veulent faire la fête, pour les commerçants, pour les personnes âgées qui rentrent chez elles l'hiver à 18h. Tout ça, ça doit se débattre. Et donc c'est une vraie question d'urbanisme que de savoir comment redistribuer la lumière dans les temps, dans les espaces de la ville, et selon quelle commande, selon quel arbitrage politique, et puis derrière, selon quel budget, et puis pour savoir quel projet de ville nocturne on veut. Et donc c'est intéressant parce que ça fait évoluer les pratiques professionnelles qui ne sont plus du tout dans l'ordre du plein feu. Ça, c'est terminé depuis les années 90. Et maintenant, on commence à trouver très valorisant un projet de conception lumière qui intègre de la zone d'ombre, de la pénombre. C'est un discours qui était absolument pas entendable il y a une dizaine d'années et aujourd'hui qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire que l'avant-garde de l'éclairage, c'est la pénombre. Et disons une réflexion sur les relations entre ombre et lumière. Un des exemples est les berges du Rhône à Lyon, où certains segments n'ont pas du tout une uniformité ou une continuité de lumière et ménagent des zones d'ombre qui auraient été très anxiogènes il y a encore quelques années et qui en fait sont très confortables. Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la qualité de lumière fait qu'on peut avoir des qualités d'ombre qui sont différentes. Tout ça explique qu'aujourd'hui, on a fait depuis les années 90 beaucoup de plans lumière. Aujourd'hui, on commence à faire des plans de nuit. C'est-à-dire, on réfléchit la lumière, mais on réfléchit aussi autre chose que la lumière. On réfléchit les temps, les usages de la ville pendant la nuit,
Et on réfléchit aussi à la place de l'ombre et du respect de l'environnement et de l'impact sur la biodiversité, etc. Ce sont des enjeux importants. Et hier, une des communications a été faite par Roger Narboni, qui est un concepteur lumière émérite, qui est un des fondateurs du mouvement qui s'appelle l'urbanisme lumière, qui hier a proposé d'en finir avec l'urbanisme lumière pour passer à une nouvelle étape qui est l'urbanisme nocturne. Et c'est quelque chose de tout à fait porteur, et je vous invite à y réfléchir et à suivre ces dynamiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Michel Deloye pour ce panorama très complet et très intéressant et paradoxal de ces zones d'ombre rassurantes et de cette lumière inquiétante. Alors, nous avons un peu rattrapé le retard, donc je vous propose, avant de passer à la pause, que nous écourterons en tant que variable d'ajustement pour recommencer bien à 14h néanmoins. Je vous propose, si vous le souhaitez, d'interroger tel ou tel des intervenants de la matinée, donc de vous laisser la parole si vous avez des points à préciser, lesquels pourront de toute façon être à nouveau précisés lors de l'après-midi et pendant la table ronde. Donc la parole est à vous si vous la souhaitez. Alex. Merci Anne. Pour le coup, j'ai des questions fraîches à un propos frais. C'est ce que vous m'avez dit, oui, effectivement, vous ne me voyez guère. Je vous devine. Alors, j'ai trouvé intéressant cette mise en lumière de ce paradoxe que tu as reprécisé, Christian, c'est ce paradoxe, l'inquiétude bascule. Mais quand même, je ne vous cache pas que nous vivons de plus en plus, et peut-être allons-nous vivre de plus en plus dans un climat sécuritaire. Donc là, je veux, ma question est de projeter cette belle idée de redonner à la nuit sa place, mais politiquement. C'est peut-être très naïf, mais est-ce que la lumière n'est pas un outil, n'est pas l'outil de la sécurité? Cartouche, le célèbre bandit, a été cité hier au colloque à Paris comme ayant expliqué à ses troupes que pour attaquer, il fallait pouvoir voir ce qu'on attaquait. La réflexion sur lumière et sécurité est quelque chose d'évidemment très ancien. Il y a plusieurs composantes. Le fait que l'obscurité n'est pas une condition systématique de l'agression, au contraire, que la sécurité des transports a besoin d'éclairage, c'est sûr. Mais quel éclairage? Pas forcément un éclairage policier. Quand on parle sécurité, on entend surtout agression et, disons, infraction à l'ordre. Le discours sécuritaire qui tente à multiplier la lumière est en fait destiné à permettre le regard du policier sur l'espace public. C'est une logique policière. Ce n'est pas une logique efficace, forcément. Parce que la sécurité, c'est aussi la dimension de ce qu'on appellerait plutôt la sûreté, c'est-à-dire la garantie de confort dans l'espace public pour les usagers. Et ça intègre une dimension qui est celle de la perception et donc du sentiment de sécurité. Et lumière et sentiment de sécurité, évidemment, c'est corrélé, mais ce n'est pas corrélé à la quantité de lumière, c'est corrélé à la qualité de la lumière.
En gros, si vous avez une lumière carcérale de 25 lux avec un spectre d'orangé au sodium qui vous défigure, qui cache toutes les couleurs de l'environnement et qui vous fait comprendre que vous êtes sous le regard de l'État et de la police parce que vous êtes baigné de très haut par des projecteurs super puissants, vous serez objectivement ni plus ni moins en sécurité que dans d'autres situations, mais vous serez en situation d'inconfort. En revanche, vous avez une très belle lumière à 7 lux, mais une jolie LED blanche qui vous accueille et qui vous donne envie d'être bien dans l'espace public, vous vous sentirez en sécurité. Les conditions objectives, vous ne les connaissez pas. Et de toute façon, là, il n'y a pas de corrélation entre les paramètres d'éclairage, d'éclairement et de situation objective de sécurité. Après, tout est question de débat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme système de contrôle. Et certains concepteurs lumière sont obligés de s'insurger contre les logiques de vidéosurveillance parce que tout dépend de l'usager qu'on prend en compte. Si on éclaire pour que les caméras voient tout, on ne produit pas les mêmes systèmes d'éclairage et on ne produit pas les mêmes ambiances que si on éclaire pour que les gens puissent jouir de l'espace public. Après, peut-être que certaines politiques iront davantage dans le sens de quelque chose de très dur et d'un éclairage répressif. Mais dans ce cas-là, on n'est pas dans la qualité et on n'est même pas dans la garantie d'une efficacité sécuritaire. Alors, en réalité, on me prie de nous presser à nouveau. Il faut rejoindre le Crous qui est à quelques encablures d'ici. Il faut rester groupé parce que sinon nous allons nous perdre.